Donc la Redoute, c'est une boîte qui fait 1 milliard d'euros de volume d'affaires. On est présent en France et dans quasiment tous les pays européens. Et on expédie par an quelques 12-13 millions de colis à travers ces différents pays. Voilà. Et puis on reviendra dessus après quand on parlera bilan carbone, etc. Merci Patrice. Donc Antoine Dussorbier, moi je suis délégué général des Cargo Fondation, donc c'est une association loi 1901 qui a été créée il y a 4 ans, qui n'est pas encore très connue et qui pourtant commence à avoir de l'effet. On l'a créée avec la Poste, la SNCF, des gens du Hub France d'intelligence artificielle et des experts en ingénierie chez Géodis, GEFCO, Bolloré, et avec le soutien de filières d'Anne-Marie Drac, donc France Logistique, la UTF de Michoumer, qui sont en comité d'orientation, et le ministère des Transports, pour faire des exercices data et IA, pour voir comment est-ce que la data et l'IA peut accélérer la transition énergétique. Voilà, on sait très bien que le digital a une très très puissante visibilité, prise de contrôle sur un périmètre de travail, de supply. Comment est-ce que justement on peut gagner en visibilité avec la data et l'IA, avec des nouveaux modèles? C'est ce qu'on explore. On a 14, donc c'est un pôle d'innovation de data et l'IA, on a une plateforme souveraine sur laquelle en fait des grands groupes viennent déposer des données. Il y en a 14 applicatifs, cas d'usage, donc des petits algorithmes très ciblés, très précis, on va en parler si vous voulez, qui nous permettent justement de proposer aux supply chain d'être plus efficaces. Voilà. De travailler dans l'écosystème actuel avec leurs éditeurs de TMS, les legacy systems, les verbes. Voilà. Okay. L'association est porteuse d'un programme C2E qui s'appelle Appel d'air, qui est un outil d'assistance numérique au report modal. Donc qui permet de diagnostiquer à partir d'un fichier Excel ou de se connecter par API, connecter son TMS, déverser des OT pour récupérer un diagnostic complet de votre plan de transport sur les réseaux ferroviaires et fluviaux existants. Vous pouvez auditer tous vos flux, tous vos OT, et savoir s'il existe un service ferroviaire ou fluvial aujourd'hui, et s'il n'existe pas, pouvoir mutualiser pour recréer des trains. Vous savez que la part modale du fer à baissé depuis les années 60, elle était à 60%, elle est passée à 9, elle est remontée à 11. Donc il y a beaucoup de trains qui ont disparu. Et en dehors, on est en train de les recréer. On travaille avec l'industrie automobile beaucoup. On travaille avec les coopératives agricoles qui ont des millions de tonnes de fret et la grande distribution. On espère démarrer avec des clubs partenaires sur ce sujet-là et d'adresser en fait les 10 000 PME remettantes de la grande distribution et de regarder comment est-ce qu'on peut recréer un plan de livraison décarboné vers les 100 plateformes de la grande distribution. Proposer ça aux 10 000 PME avec les commissionnaires, avec les entreprises sur le digital est un outil extrêmement puissant, vous savez que c'est tout, je crois. Donc, voilà. Quand on l'utilise de manière massifiée et collective, c'est très intéressant. Alors donc, donc ça c'était pour introduire iCargo. Sur la, donc moi je trouve que le référentiel supply chain est vraiment très bon, je pense qu'on le pense tous. Et avant de rentrer dans la data et l'IA, il faut une bonne stratégie. Voilà. Donc du coup, sur la stratégie environnementale, donc la grille de maturité Supply Chain Plus. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que ce que je viens de vous présenter, c'est extrêmement avancé. On est sur des modèles data IA avec des données très présentes. Au démarrage, une supply chain débutante va peut-être considérer le sujet de la transition énergétique et une politique environnementale comme quelque chose de non prioritaire, parce qu'elle ne peut pas se le permettre, elle a des soucis de viabilité économique. Donc voilà, elle n'a pas le temps pour s'occuper de ça, c'est niveau débutant, et elle va simplement s'acquitter de sa contribution à CITEO, donc valorisation des emballages. Et elle va peut-être faire du tri de ces déchets, mais c'est tout. Voilà. Quand on a fait l'atelier, c'est ça qui est ressorti. J'ai trouvé ça assez pertinent. Et sur la partie, et après, le niveau basique,
Il y a quelques initiatives, alors assez emblématiques, moi qui sont fort sympathiques, c'est comme l'éco-pâturage ou les ruches à proximité des sites logistiques et des usines. Donc ça c'est sympa. Et puis on a quand même quelques premières initiatives dans l'entreprise de préservation de l'environnement avec peut-être de la valorisation de déchets. Sur le niveau intermédiaire, on a des actions plus régulières, mais limitées et ponctuelles tout de même. Elles sont non coordonnées et elles sont plutôt drivées par un gain green and gold, c'est-à-dire que certes je fais un gain environnemental, mais je fais aussi un gain économique. Je me souviens, on a fait ça depuis longtemps, pour des cales polystyrène pour les décodeurs TPS et Canal+, qu'on avait passé en carton. Voilà. Donc, une expérience de conseil précédente. Voilà, à la fois on faisait une économie et à la fois il y avait un gain environnemental. Donc ça, mais c'était très ponctuel, c'était pas du tout dans une stratégie. Donc le niveau avancé de la grille, qui est bien décrit, c'est justement là j'ai un système de management environnemental, ISO 14001, qui consiste donc à élaborer une politique. Donc on va voir comment élaborer une politique, donc c'est l'objet de notre présentation. Alors voilà. Et puis, donc, on fonctionne, donc, quand on est avancé, donc on a une politique, on a des outils, et on a des indicateurs, on a des KPI, on a des TKM calculés, des grammes de CO2 par TKM, on a peut-être un mix énergétique, et on va voir justement tous les types d'outils que l'on peut avoir quand on a une politique, une stratégie environnementale. Alors, sur la partie, donc vraiment sur la partie stratégique, donc le niveau avancé. Donc le niveau avancé. Donc généralement, qu'est-ce que c'est qu'une stratégie? C'est un ensemble d'actions coordonnées en vue d'atteindre un objectif. Donc la première chose, c'est quel est l'objectif de ma supply chain, quel est l'objectif que s'est fixé mon entreprise, peut-être par rapport à des accords plus larges. Donc par rapport à la trajectoire 1,5 degré ou 2 degrés. Sur mes émissions, dans quelle dynamique est mon entreprise, comment ça a été valorisé en termes de trajectoire 2030-2050, et comment ça a peut-être été décliné pour ma supply chain. Et puis il y a peut-être un objectif de neutralité carbone aussi qui a été exprimé publiquement. Voilà. Et alors ce qui est bien avec le GES, les émissions, c'est que c'est très chiffré, donc on est assez à l'aise dans la supply chain historiquement à manipuler des chiffres, donc on va savoir faire, mettre en place des politiques, des plans d'action, des outils, des modèles. Il y a d'autres impacts qui sont un petit peu plus difficiles à suivre, c'est la biodiversité, la pollution des eaux, de l'eau et des sols. Voilà. Avec l'artificialisation des sols, mais ça peut être des indicateurs qui peuvent être travaillés, je pense, par tous les responsables des RSE, sont des beaux sujets. Donc après sur la stratégie donc en cinq étapes, une proposition de stratégie en 5 étapes. Déjà c'est le baselining, c'est voir mon périmètre et peut-être mon périmètre transport en particulier donc dans ma supply chain, puisqu'il y a la plupart des émissions dans les supply chains sont liées au transport, en dehors de la production bien sûr. Des produits. Les entrepôts sont assez peu émissifs finalement dans le bilan carbone global d'une supply chain, parce que voilà, on a peu de mouvement de marchandises dans l'entrepôt, c'est déjà électrifié, voilà, un peu de stockage de froid qui peut consommer de l'énergie, mais voilà, comparé au transport, la stratégie peut se concentrer principalement, dans une logique de 20-80 sur l'étude, en tout cas c'est ce que je propose ici, de se concentrer sur les transports, et de voir quelle est ma base de transport, est-ce que j'ai de l'international, quelle va être, ça va être pareil que le continental, que le national, que le régional, que l'urbain, donc voilà, quelles sont les différentes typologies de transport, et quels sont les types de véhicules que j'utilise sur ces segments-là, véhicules au sens large, avions, camionnettes, porteurs, etc. Et les types d'énergie, les types de motorisation et peut-être les énergies alternatives. Voilà. Donc ça nous permet de voir où on en est. C'est le mieux, donc là ce que je viens d'écrire sont des informations CO2, c'est ce qui permet de calculer le bilan carbone, c'est le détail, c'est les facteurs d'émission.
On est toujours plus, on a plus de marge de manœuvre, c'est plus facile pour faire un plan d'action quand on a accès à l'information CO2 plutôt qu'à un calcul tout fait. Par exemple, 0,5 tonnes de CO2 pour tel transport, oui, mais c'était quel camion, quelle taille, quelle énergie. Enfin, de pouvoir avoir, on va le voir avec les outils, d'avoir une base de travail avec des données sur l'info CO2, ce qui constitue les facteurs primaires de l'émission, ça va nous permettre d'être plus pertinents dans la stratégie et dans la discussion avec nos partenaires, nos fournisseurs. Après, ce qui va être intéressant, donc quand j'ai fait mes segments transport, je les ai dimensionnés en termes de TKM. Important, je les ai priorisés, je les ai segmentés. Je vais regarder après dans quel environnement ils se situent. Et surtout, est-ce qu'il y a il faut que j'anticipe des régulations fortes, par exemple des interdictions de traverser le territoire, des restrictions de circulation, parce qu'il faut des véhicules propres. Voilà. Est-ce que ça risque de bloquer ma supply chain? C'est peut-être quelque chose qu'il va falloir que je travaille en priorité dans ma stratégie. Quelles sont les perspectives de taxes aussi, taxes carbone chez mes sous-traitants? Est-ce qu'elle a déjà été mise en place sur les oui, sur le maritime, en cours, sur le terrestre, on peut discuter. Voilà. Je n'ai pas toujours compris, mais et puis, voilà, est-ce qu'il va y avoir de l'incentive aussi sur tel ou tel type d'énergie, sur tel réseau ferré, tel moyen de transport, sur le ferroviaire, sur l'hydrogène? Dans quel contexte je me situe? Quelle est la stratégie nationale bas carbone? Quel est le mix énergétique cible? Si je mise sur des énergies qui ne sont pas les bonnes, à long terme, elles ne sont pas privilégiées par la France, et que je suis en train de travailler mon périmètre France, bah, je mets en péril, enfin, je mets à risque mes décisions. Voilà. Et après, donc une fois que j'ai vu cet environnement-là, on peut citer aussi les écotaxes grand transit. Il y a l'Alsace qui avait proposé des écotaxes grand transit. Est-ce que mes flux, mes segments sont soumis à ces potentiels surcoûts? Et est-ce que je dois en priorité essayer de réduire ces risques-là? Après, on a les leviers, l'étude des leviers, qui matchent avec mes segments. Quelles sont les technologies? Alors, tout d'abord, quand on revient un petit peu en arrière, on va d'abord, est-ce que je vais faire de l'offsetting ou de l'insetting? Est-ce que je vais décarboner en allant planter des arbres, c'est l'offsetting, ou est-ce que je vais faire de l'insetting, je vais décarboner en introduisant des véhicules et des nouvelles énergies propres dans ma supply chain? Ça, c'est la première chose. Et après, quels sont mes gros leviers? Si je fais de l'insetting, quels sont les gros leviers de décarbonation? C'est le transport massifié, et puis c'est les énergies propres. Donc si on combine les deux, le plus gros levier, aujourd'hui disponible maintenant, c'est le report modal, c'est le ferroviaire, puisque c'est massifié, on divise les émissions par 6, le besoin en énergie par 6, et les émissions, on les divise par 9 ou 14. Donc ça, c'est immédiatement disponible. Donc du coup, voilà, c'est un peu la question aussi, c'est de se dire, est-ce que ces leviers, ils sont donc compatibles avec mes flux, avec les contraintes de ma supply chain? Est-ce que je suis éligible au réseau bas carbone existant? Ce qu'on appelle le réseau bas carbone, j'ai cette situation qui commence à circuler, c'est les réseaux ferroviaires, les fluviaux. Et voilà, donc est-ce qu'il y a une viabilité aussi de ces leviers-là, court terme, moyen terme, long terme? C'est ce qu'on disait par rapport à la stratégie nationale bas carbone de la France et le mix énergétique cible, si je ne pars pas sur la bonne énergie. Voilà. Il y a aussi des réaffectations possibles par mode qui peuvent être régulées. C'est-à-dire que les biocarburants, aujourd'hui, on les utilise pas mal dans le transport routier, mais il y a des réglementations qui viseraient à les mettre plutôt sur l'aérien. Donc si je mise tout là-dessus, à moyen terme, à court terme, ça va très bien marcher, je crois que c'est vraiment la bonne solution. Voilà. Mais à moyen terme, long terme, voilà, est-ce que c'est la cible? Est-ce que j'ai pas plutôt intérêt à aller sur des sites d'investissement, sur l'hydrogène, plus long, etc. Ça m'amène au quatrième point, qui est donc le match entre les segments et les leviers. Donc par segment, je vais choisir un levier, dans une logique 20-80-20 avec les plus grands gains, et quels vont être, je vais calculer les TCO. Les TCO liés au nouveau mode de transport, à la nouvelle énergie alternative. Je vais regarder les cycles, est-ce que c'est compatible avec mes cycles d'investissement, mes cycles d'achat? Est-ce que je suis engagé à, ça dépend des chargeurs, mais des chargeurs qui peuvent être engagés sur 3 ans, sur un mode de transport, ils ne vont pas pouvoir en sortir avant 3 ans. Donc voilà, à court terme, je ne vais pas pouvoir décarboner ce segment. Voilà. Et puis après, en termes de sourcing aussi, est-ce que j'ai la possibilité de trouver des fournisseurs qui vont m'offrir ces solutions-là? Est-ce qu'à proximité de
de mes sites industriels, de mes entrepôts, les fournisseurs sont présents. Est-ce qu'ils ont des parcs de véhicules ou de trains disponibles? Est-ce qu'il y a une étoile ferroviaire à proximité? Est-ce qu'il y a des stations hydrogène en construction? Il n'y en a que 2 en France actuellement, avec 2 fois 40 camions, à ma connaissance, à Marseille, et l'autre au Havre en projection. Moi, j'ai interrogé des directeurs développement des grands énergéticiens français. Je m'attendais à un gros rollout de stations hydrogène en France, et non, j'ai compris qu'il y avait une introduction de 2 fois 40 à horizon 2024-2025. Pourtant, si je dis pas de bêtises, moi ce que je vois, c'est que l'hydrogène est quand même privilégié sur le routier pour le transport lourd. C'est l'EPI Sustainability Grand Groupe qui disait ça il y a 4 ou 5 ans. Voilà, j'ai oublié de dire, voilà, nous comme on travaille en open innovation au niveau de l'association, ce qu'on vise à faire, c'est Altergo, c'est on vise à industrialiser des pratiques. Donc il faut qu'elle soit l'informatique industrialise des process. C'est un outil d'industrialisation d'une démarche. Donc on s'est beaucoup renseigné sur les meilleures pratiques des grands groupes aujourd'hui. On voit aussi que le TCO, c'est vachement intéressant. On a des gens de grands groupes qui ont augmenté en fait les durées de contrat avec leurs fournisseurs et qui sont allés sur les segments les plus faciles. C'était là où ils louaient en fait des camions 24 heures sur 24. Ils n'achetaient pas une palette ou un camion. Ils les louaient 24 heures sur 24. Ils ont rallongé la durée des contrats et donc ils arrivent à un TCO, à ISO TCO entre du diesel et du biogaz. Puisqu'ils ont rallongé la durée du contrat, le surcoût de l'investissement du véhicule est absorbé. Voilà. Et donc à partir de ces contraintes-là, je vais prioriser donc, mes plans d'action, mes segments, en fonction des leviers disponibles et de la pertinence et de la justesse. Après, je vais vous montrer quelques outils qui peuvent être intéressants. C'est quand même un sujet assez nouveau, les stratégies environnementales. Nous, c'est vraiment la raison d'être de l'association, donc on y travaille depuis 4-5 ans. Les meilleurs praticiens du sujet. Et voilà le genre d'outils qui nous paraissent assez intéressants de fournir en data et d'exposer en dashboard, on va dire, dans un logiciel, et de participer avec des petits algorithmes de data IA pour transmettre ces données-là entre acteurs et que les éditeurs des logiciels puissent les reprendre et les alimenter. Donc le premier, c'est un diagramme de flux. On voit un diagramme de flux, peut-être avec des usines départ, des fournisseurs, des sites d'entreposage intermédiaires et des livraisons clients finales, avec des couleurs différentes qui peuvent représenter un mix énergétique, peut-être du bleu pour l'hydrogène, du vert pour des biocarburants, et puis une partie du scope qui serait non décarboné, qui serait encore en énergie fossile et grise. Voilà. Ça me permet de visualiser assez simplement et d'avoir en fait, un effet de proportion. Je vois tout de suite où je dois agir, où j'en suis. Et peut-être s'il y a des... Patrice en parlera beaucoup mieux que moi. Est-ce qu'il n'y a pas des segments que je peux carrément supprimer ou raccourcir voilà. Donc, en termes, ce qui va bien en termes d'indicateurs aussi, c'est de prioriser, enfin c'est pas un indicateur, mais c'est de scoping. Voilà, est-ce que je vais me concentrer sur le scope 1 ou 3 a priori déjà scope 1, et puis le 3, comment est-ce que je peux agir dessus voilà. Et en tout état de cause, garder des KPI simples qui sont utilisés, qui sont repris aussi par tous les programmes de filière, EVE, FRED 21 et appel d'air. Donc les TKM et puis les grammes de CO2 par TKM. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis à 129 grammes de CO2 par TKM sur tel segment? Je suis passé à 89. Je pense vraiment que je suis à 89. J'ai massifié en train, je suis à 14 ou 10 en fonction de si c'est électrique ou diesel, si j'ai une traction électrique ou diesel. Voilà, où est-ce que j'en suis. Et donc du coup, à partir du moment où j'ai fait cette collecte de données, que j'ai mes flux, je peux avoir un mix énergétique qui est représenté. D'ailleurs là, ce qui est présenté, c'est le mix énergétique français, c'est la stratégie nationale bas carbone français, avec la consommation énergétique française actuelle et la cible à horizon 2050, moins 40%. Comment est-ce que moi, ma supply chain, je peux l'aligner là-dessus? Bon, la demande client, j'en suis pas responsable. Par contre, l'intensité des émissions, moi, je peux la travailler. Donc, à ce niveau-là, là, on voit une part prépondérante des énergies fossiles aujourd'hui.
et à horizon 2050, elle a quasiment disparu, et on voit que c'est le mix, c'est l'électricité qui est privilégiée à 55% dans la stratégie nationale bas carbone français. Donc ça donne une orientation peut-être aussi pour nos supply chains. Voilà. Et on voit la part verte, c'est les biocarburants, tout ce qui est retraitement. Voilà. Et après, donc le dernier outil, c'est un plan de circulation des marchandises, c'est un diagnostic numérique du plan de transport qui est proposé par Appel d'Air, par l'association. Donc c'est un programme C2E qui a démarré il y a 1 an et qui permet au supply chain, au logisticien, direction supply, de diagnostiquer leur flux, de mettre un fichier Excel avec des OT, des ordres de transport, code postal, origine, destination, un tonnage, et vous allez avoir un diagnostic sur l'éligibilité de vos flux au réseau bas carbone français et européen, avec des services existants réels. Donc voilà, c'est quelque chose qui peut démarrer rapidement. Il y a 9 bureaux d'études qui sont référencés dans ce programme-là pour accompagner les supply chains, à l'utiliser et en tirer des conclusions, faire un plan d'action avec. Et puis, on a aussi une option de mutualisation pour des trains qui n'existent pas, mais des besoins qui seraient avérés par plusieurs chargeurs, de pouvoir donner cette information-là aux entreprises du ferroviaire, du combiné, pour qu'ils recréent des services. Alors, qu'est-ce qu'on fait à la Redoute? On ne va pas regarder ça tout de suite, mais globalement, la Redoute, c'est, donc on a expliqué à peu près 12 millions d'articles. Nos produits proviennent d'Asie du Sud-Est, majoritairement pour les produits textiles. On a globalement, au global, à peu près 100 000 références. Une référence, c'est une référence coloris, mais il n'y a pas la taille, par exemple, pour une chemise. Sinon, vous multipliez par 7. Et pour la partie ameublement, c'est plutôt l'Europe, on va dire la Pologne, l'Italie, la France, pour les meubles. Et donc du coup, à la Redoute, on s'est mis une ambition également de diminution de notre empreinte carbone, on va dire de 50% d'ici 2030, me semble-t-il. Et on a commencé à avoir un certain nombre d'initiatives. Alors au niveau de la supply, on a travaillé avec nos fournisseurs du dernier kilomètre pour avoir dans nos appels d'offres comment dirais-je, déjà les data correspondant à ce qu'ils consommaient en termes de CO2, et puis pour avoir un plan d'amélioration du dernier kilomètre, etc. Ce qui se fait plutôt bien parce qu'ils sont tous en train de passer avec des camionnettes électriques, puisque dans les centres-villes on ne peut plus rouler quasiment avec des camions diesel. Et donc voilà, donc ça on avait engagé ça. On avait engagé des petites actions, on a failli mettre des ruches aussi. Voilà. Et puis après on s'est dit, bon, si on veut faire une stratégie, il faut qu'on regarde la globalité en fait, parce qu'on est distributeur, donc on est responsable de l'empreinte carbone des produits qu'on met sur le marché. Et donc l'empreinte carbone des produits qu'on met sur le marché, c'est pas la supply chain en fait. Vous le voyez là, c'est la fabrication. La fabrication, c'est 70% en fait de l'impact carbone en fait de nos produits. Et puis vous voyez la partie transport, la partie fret, c'est 11%. Donc la partie fret, c'est essentiellement la partie supply chain amont, c'est-à-dire les gros bateaux qui brûlent du bitume pour nous amener ça dans les ports. Et puis la partie usage des clients, c'est 13%. Le fait de laver ses vêtements, etc., bah ça consomme de l'électricité, de l'énergie, etc. Et l'usage aussi fait partie en fait de la cartographie de ce que ça va coûter en termes de bilan carbone, le produit qu'on va mettre sur le marché. Et puis vous voyez que finalement le transport en tant que tel, bon bah le transport final, c'est très peu en fait. Donc ce qu'on s'est dit, c'est que si on voulait avoir vraiment un impact environnemental, en fait, le premier truc à travailler, c'est ça en fait. Et c'est le plus compliqué. C'est le plus compliqué parce que quand vous faites fabriquer un produit, on les conçoit nous-mêmes les produits. Donc on a des gens qui conçoivent les produits, et ils conçoivent les produits sur la base d'une offre marketing commerciale, machin, etc. Sauf que RSE, ça coûte combien en carbone une chemise? Et ben c'est la question à laquelle il faut répondre en fait. Et en fonction de la fibre que vous allez utiliser, de lieu de production de cette fibre, du lieu de confection, etc., ça peut changer beaucoup. Si vous utilisez un coton bio qui est fabriqué en Égypte avec une usine qui est en Chine, ça pèse plus en fait, parce que la Chine, elle utilise du charbon pour son électricité, et donc l'impact CO2, il va être pas très bon.
vaut peut-être mieux utiliser du polyamide et faire votre truc en France, d'un point de vue CO2. Donc voilà, donc ce genre comment dirais-je, d'arbitrage, il va falloir qu'on ait des moyens de le mesurer. Et le premier objet de tout ça, en fait, ça va être d'avoir la data. Et d'avoir la data, on a à peu près 200 fournisseurs, qui sont parfois un peu exotiques. Donc il va falloir qu'on récupère de la data sur l'ensemble de la supply de production, pour être en capacité, y compris pour nos équipes qui produisent, qui conçoivent, dire je conçois où mon produit. Parce qu'aujourd'hui, c'est très économique. Et en fait, il va y avoir un deuxième indicateur qui va être l'indicateur environnemental. Et donc cet indicateur-là, il faut pouvoir l'avoir partout. Il faut l'avoir au produit. Et puis après, on cumule la partie chaîne, supply chain, etc., qui n'est pas le plus compliqué parce que ça, on a déjà des datas. Le reste, les datas, il va falloir qu'on les définisse, qu'on aille les chercher, qu'on pousse nos fournisseurs à nous les envoyer, qu'on consolide tout ça et que ce soit aussi un moyen de concevoir des produits qui, à la conception, sont beaucoup moins impactants en termes environnemental. Donc voilà. Donc à la Redoute, donc ça c'est notre bilan environnemental de l'année dernière, je crois. Et ce qu'on se dit, c'est que pour avoir effectivement une vraie stratégie qui englobe toute l'entreprise, donc la supply en fait partie, mais pas que. Ça va des gens qui vont concevoir les produits aux acheteurs. Et à la supply bien évidemment, comment on fait pour piloter tout ça et pour avoir un programme qui nous permette effectivement d'atteindre globalement notre ambition. Parce que si je diminue de 50% au niveau de la supply, le transport final, on est le colibri qui éteint l'incendie avec sa petite goutte d'eau. Donc ça va pas suffire en fait. Donc nous on s'est dit il faut qu'on ait une stratégie, il faut que ce soit un projet d'entreprise. Ça peut pas être le projet de la supply, le projet de Pierre-Paul Jacques, etc. C'est un projet d'entreprise qui doit s'inscrire comme tout projet et qui doit être transverse, et donc pour lequel l'ensemble des collaborateurs doivent avoir des outils en fait pour pouvoir travailler avec et pour pouvoir mesurer son propre impact et puis avoir des objectifs, etc., etc. Donc le premier sujet, c'est celui-là, c'est effectivement définir une stratégie qui soit une stratégie aussi basée sur la data. Donc il faut qu'on choisisse les datas qu'on veut suivre. Il faut qu'on choisisse aussi les datas qu'on peut suivre, parce que finalement, on va finir par avoir un reporting. Aujourd'hui, on a un reporting hebdo financier. Demain, il faudra qu'on ait un reporting hebdo CO2. Ou un reporting mensuel. Aujourd'hui, on sait faire, notre beau graphe, on le sait faire une fois par an. Une fois tous les 6 mois, si vraiment on fait beaucoup d'efforts et qu'on arrive à récupérer toutes les données, etc. Bon, ce genre de suivi, ça va être un suivi qui va faire partie de la vie courante, en fait, demain. Et donc, effectivement, il faut qu'on choisisse le bon outil pour mesurer la data, et il faut qu'on soit en capacité de la mesurer, de la partager en permanence. Et que cet outil-là soit suffisamment stable dans le temps pour que tous les 2 ans, on ne change pas de thermomètre. Parce que sinon, vous refaites l'histoire à chaque fois. Donc ça, c'est le deuxième aspect qui est un aspect hyper important. Et nous, dans nos équipes, dans l'équipe qui s'occupe de la partie environnementale, on est en train de recruter des gens qui vont s'occuper surtout de la data, en fait, de tout ça. Et être en capacité de bâtir un reporting, type reporting financier, mais sur cette partie environnementale. Et puis après, prioriser et engager l'ensemble des collaborateurs. Parce que ça, c'est le plus important. Parce que c'est pas le mec qui va faire l'appel d'offres sur le transporteur du dernier kilomètre qui va, c'est pas sur lui que ça va jouer, mais c'est aussi sur lui que ça va jouer. Et donc c'est du concepteur produit qui va définir la couleur de son t-shirt, où il est fabriqué, machin, etc. Jusque l'acheteur qui va définir la marge du produit, parce que peut-être on aura peut-être une moins bonne marge, parce que si on utilise un truc qui est fait ailleurs, etc. Enfin, il va falloir aussi un peu calculer tout ça. Et puis pouvoir pousser cette information-là dans tous nos reportings et aussi aux clients. Et donc pour pouvoir le faire et pour que chacun soit impliqué et puisse effectivement contribuer à tout ça, il faut avoir les datas et pouvoir engager du coup l'ensemble des collaborateurs qui spontanément le sont. Alors on dit oui, ça serait bien, etc. Mais l'acheteur, quand demain il va falloir qu'il fasse un choix entre sa marge de produit et puis l'impact CO2, voilà, il va falloir qu'il rentre aussi là-dedans, et ça sera peut-être un peu moins spontané. Donc c'est tous ces éléments-là qu'il faut qu'on mette en musique et qu'on est en train de mettre en musique à la Redoute pour être en mesure effectivement d'atteindre nos 50% de réduction CO2. Et 50% de réduction CO2, ça veut dire forcément s'attaquer à la fabrication des produits.
Voilà l'expérience que je voulais vous partager, la manière dont on essaie de mettre ça en place dans l'entreprise, sachant qu'à terme, on aura aussi une responsabilité qui est une responsabilité, enfin les règles européennes sont en train d'évoluer, hein. On aura une vraie responsabilité par rapport aux clients, alors il y aura les DGCCRF, etc., qui vont aussi rentrer dans le jeu, sur le fait d'annoncer le bon impact carbone sur le produit. Ça aura le même poids que le prix. Donc cet élément-là, cet élément de communication et d'engagement de l'entreprise vis-à-vis de son client final va devenir un même référentiel que le prix. Donc du coup, il va falloir qu'on ait des outils qui ressemblent beaucoup à nos outils de contrôle de gestion sur notre contrôle environnemental. Oui. Et du coup, pour vous à la Redoute, vous pensez être capable de le produire en 2024 ou en 2030? De produire. Alors la question c'est. Le reporting. Vous, à la Redoute, vous pensez être capable de produire ce reporting financier CO2 à partir de quand? Est-ce que c'est quelques semaines ou quelques années? C'est pas quelques semaines. Donc là, on est en train de réfléchir justement à toute tout cet enjeu-là. Nous, on se dit qu'on pourra avoir un premier essai en 2024 et pouvoir le produire en 2025, en fait. Voilà. Et commencer à bosser avec en 2025. Alors, au début, ça va être un peu du bricolage peut-être, mais en tout cas, il faut être sûr que les datas qu'on va prendre en référence au départ, on ne change pas d'avis 2 ans après, en fait, parce que sinon, notre truc, il ne voudra plus rien dire. Donc, c'est d'abord ça, la première priorité, c'est d'avoir quelque chose qui soit véritablement qui soit tenable dans le temps, en fait. Et ça, c'est un vrai sujet. Ouais. Les concurrents de la Redoute, ils en sont où? Merci. Les concurrents de la Redoute sur ces enjeux, ils en sont où? Chacun a fait des annonces, hein. Donc chacun a annoncé on va réduire de 50%, on va être neutre en carbone à tel moment, etc. Aujourd'hui, franchement, on n'en sait rien en fait. Chacun garde un peu ça dans son parce que personne à date, personne n'est suffisamment avancé, je pense, pour pouvoir produire quelque chose de clair, et pouvoir l'annoncer. Donc chacun a pris des engagements, voilà, qui n'engagent que ceux qui les entendent. Et puis après, on va devoir de toute manière avancer parce que la législation et les règles européennes vont nous demander d'avancer également. Donc il y a vous voyez bien qu'il y a des initiatives, hein, sur quelques sites, vous trouvez l'impact carbone de quelques produits en fait, ou en moyenne pour un certain nombre de produits, etc., qui sont des moyennes, mais ça ne permet pas ça d'avoir un impact sur la manière dont on va créer le produit en fait. C'est plutôt de la concaténation de data a posteriori, et il faut être capable d'avoir ces datas-là pour créer le produit en fait. C'est le coup d'avant en fait. Ouais. Est-ce que le référentiel justement, parce que l'aspect concurrentiel va être un peu un challenge, si on ne partait pas effectivement avec les mêmes bases de données, le même chiffrage, on va un peu mélanger les choux et les carottes entre, chez la sur une chemise pour reprendre votre exemple. On a considéré que quand on la produisait de cette manière-là, ça représente tant en kilos de CO2, alors qu'un concurrent pourrait la calculer de manière complètement différente. Est-ce qu'il va y avoir un référentiel? C'est une des questions, parce que aujourd'hui, en fait, nos fournisseurs, c'est eux qui nous fournissent l'information, en fait, dans leur bill of materials, qu'ils n'ont pas forcément aujourd'hui, avec l'impact carbone. C'est eux qui vont nous fournir l'information. Donc les réglementations dans tous les pays ne sont pas les mêmes, etc. Donc on va aussi avoir, mais on pourra récupérer que les données que les fournisseurs veulent bien nous donner, entre guillemets. Donc ça, ce sera vrai pour tout le monde. Après, la manière de concaténer ces données, etc., là, il n'y a pas encore de référentiel qui est clairement défini à date, en fait. Je pense que on va apprendre à marcher en marchant sur ce sujet-là, mais il faut être sûr au départ d'être en capacité de collecter suffisamment d'informations pour pouvoir les concaténer correctement. Après, la concaténation, on verra. Mais si on n'a pas ces éléments-là au départ, ça ne nous permettra pas d'avancer sur les circuits de fabrication, on va dire, d'une manière générale. Oui. Est-ce que vous envisagez de propager cette information jusqu'au client final?
C'est-à-dire, est-ce qu'on imagine que dans le site internet ou le catalogue, je ne sais pas si c'est toujours le catalogue, ça n'existe plus, hein. Est-ce qu'on imagine qu'il y ait le prix et puis les grammes? Ouais. Oui, c'est tout à fait ça. Hein. La cible, au bout du bout, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez le prix, vous avez l'impact environnemental. Et que ce soit, voilà, votre chemise, elle vaut autant de kilos, de je sais pas quoi, de CO2. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qui va, vous savez, c'est comme les ABCDEFG là, sur la partie électroménager, c'est quelque chose qui va, je pense, devenir obligatoire à court ou à moyen terme, et on sera effectivement obligé de donner cette information-là. Ça fera partie d'une information aussi sensible que le prix. Voilà. Oui. Par rapport à la matière, est-ce que vous vous référez aux informations communiquées par le fournisseur ou vous allez auditer et voir vraiment collecter l'information? Alors, la question c'est comment on vérifie le référentiel du fournisseur finalement sur cette partie environnementale et en particulier sur la matière. Pour l'instant, alors tous nos fournisseurs n'ont même pas, hein, mais pour l'instant on se base sur les données de nos fournisseurs. Et puis après, dans les audits qu'on mène déjà, on mène déjà des audits environnementaux, on mène déjà des audits sociaux dans les usines qui nous fabriquent nos produits, il y aura cet élément-là qui interviendra également et qui sera un élément d'audit comme les autres sujets en fait. Mais ce sera le responsable de la donnée, c'est le fournisseur. Voilà. Je vous remercie. Bravo.